tu nous donnes le go. Le Dragonnet Christophe qui vous accueille aujourd'hui pour vous parler de l'horreur. Voilà, je suis ravi de vous recevoir. J'ai 3 super invités avec moi et on va se faire plaisir. On va parler de l'horreur en général, à peu près sur tous les supports, les films, les livres, les BD, les séries télé. On va se faire plaisir. Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes là qui vont nous accompagner pendant le podcast. Je vais les laisser se présenter en quelques minutes, hein. Je vais commencer par Simon Perdry. Vas-y, bonjour Simon. Bonjour, donc moi c'est Simon Perdry. J'ai écrit une trilogie qui s'intitule La trilogie du Petit Livre Noir, constituée de chimères, une brève histoire du sang et vampires. La particularité de cette trilogie étant que les 2 premiers tomes peuvent se lire indépendamment. On peut s'en servir aussi bien du premier que du second comme point d'accès. Par contre, pour lire le 3e, Vampire donc, il faut impérativement avoir lu les 2 premiers. C'est une raison simple, c'est que la trilogie est parcourue de failles spatio-temporelles. Et donc, ça me paraissait être le meilleur moyen de couvrir l'ensemble des voyages dans le temps que raconte cette trilogie, sans pour autant perdre le lecteur avec une timeline qui serait trop linéaire. En gros, je peux couvrir toutes les périodes et c'est à peu près au lecteur de choisir son point d'accès pour entrer dans mon univers qui est centré donc sur une relique, le Petit Livre Noir, donc qui peut modifier aussi bien les faits que le monde, pour ceux qui s'en emparent, généralement de façon malveillante. Avant ça, j'avais écrit un recueil de nouvelles horrifiques intitulé Route de nuit, centré sur un village perdu et sans nom, où les gens vont se perdre. Faut le voir en fait comme une sorte de purgatoire. Les gens vont s'y perdre pour être punis de mauvaises actions qu'ils ont pu commettre. Et avant ça, je travaillais dans la BD, principalement comme scénariste. Mais là, par contre, c'était pas pour faire de l'horreur, c'était plus dans le genre de l'action, on va dire. D'accord, ok. Merci beaucoup de participer au podcast avec nous ce soir, hein. Je te remercie. Donc on a accueilli aussi un deuxième écrivain, là, Cyril Camus. Bonjour Cyril. Bonjour. Vas-y, je te laisse te présenter, vas-y. Donc, je suis prof d'anglais, je suis toulousain et je suis écrivain à 2 titres. D'abord, j'écris sur la fiction des autres. J'ai écrit un livre sur Neil Gaiman qui est paru il y a 2 ans aux presses universitaires de Rennes. J'ai plus récemment co-dirigé un recueil d'articles de divers chercheurs et doctorants sur la fantastique et la science-fiction étudiée à travers les thèmes et les concepts de la collapsologie. Et par ailleurs, j'écris aussi ma propre fiction, avec pour l'instant un roman qui s'appelle Sandbuff, qui est un roman historique, un roman d'horreur et un roman sur l'horreur. Donc historique en cela qui se passe à Paris en 1922, et c'est un roman d'horreur sur l'horreur en cela que les héros sont la troupe du théâtre du Grand Guignol, à qui arrivent des bricoles qui sont le genre de choses qui arrivent normalement dans leurs pièces d'horreur, mais qui là leur arrivent à eux. D'accord, ça donne envie. Ok, je te remercie beaucoup là. Bienvenue. Et enfin, pour terminer, on a une autre podcasteuse, Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour. Allez, vas-y, je te laisse te présenter. Donc déjà merci beaucoup pour l'invitation. Ah, pas de problème, c'est avec plaisir. Et donc je fais partie du podcast Tu aimes les films d'horreur depuis 1 an maintenant. Je suis toulousaine et donc notre podcast consiste à raconter des films d'horreur pour les gens qui ont trop peur de les regarder et qui préfèrent les écouter et rire en même temps, puisque c'est quand même le but de notre émission, tout simplement. Et vous y arrivez très bien. Merci. Voilà. Bon, pour rien vous cacher, je suis un grand fan du podcast Talfo. Tu aimes les films d'horreur, donc voilà, j'avoue, je me dénonce. Voilà, je suis ravi d'accueillir Victoire et tous mes invités là. Voilà. Voilà. T'as encore quelque chose à présenter, Victoire? Non, pas du tout. Voilà. D'accord. Je vais continuer avec toi, de toute façon. Est-ce que tu peux nous donner tes références, en fait, ce que tu préfères dans l'horreur, tes coups de cœur, ce que tu aimes, voilà, en quelques minutes. Ce que tu aimes, vas-y. Alors, ce que j'aime dans l'horreur, par exemple, dans un film, ça va être la musique. Par exemple, la musique de Benjamin Wallfisch, qui a notamment composé les bandes originales d'Annabelle 2, de Ça, chapitre 1 et 2. Il a des musiques, je trouve, qui s'adaptent très très bien.
Il a notamment fait Dans le noir de David Sandberg. Qu'est-ce que j'aime dans l'horreur? J'aime aussi énormément les livres de Stephen King, on y reviendra. Oui. Et j'aime aussi beaucoup l'univers et l'ambiance des films de James Wan et d'Andy Muschietti. Je suis assez... comme j'ai 25 ans, j'ai des références, dirons-nous, assez récentes dans l'horreur. D'accord. Et j'aime aussi beaucoup les creepypasta, qu'elles soient audio, qu'elles soient lues. J'aime beaucoup. D'accord, merci. Et toi, Cyril, c'est quoi tes références là dans l'horreur, s'il te plaît? Alors, sur le plan littéraire, moi j'avais été très marqué quand j'étais enfant, même bien avant de voir le film, qui est plus connu en fait, par le roman L'Exorciste de William Peter Blatty, que j'ai relu d'ailleurs adulte vers 2003, je crois, et qui il tenait toujours beaucoup la route, je trouve, par la façon dont il distillait un peu un doute très inquiétant sur est-ce que on a affaire à une gamine qui est un peu folle ou est-ce que elle est vraiment possédée par le démon. Et puis par ailleurs, je suis très très fan de Lovecraft. J'aime vraiment beaucoup et tout ce enfin peut-être pas tout ce qu'il a écrit, mais la grande majeure partie de ses récits d'horreur. Et puis aussi tout ce qu'il a inspiré, quoi. Il y a énormément d'adaptations ou de choses faites par d'autres auteurs avec son univers, que ce soit parodique dans le sens de comique ou pas, qui me plaisent énormément. Après, au cinéma, John Carpenter, très très fan. Et puis Romero, certains de ses films, surtout La Nuit des Morts Vivants et Incident de parcours. Et puis j'aime beaucoup aussi le film de Dario Argento, Suspiria. Ah. Et d'autres films de Dario Argento, mais celui-là en particulier. Et voilà. D'accord, je te remercie. Et on va terminer avec Simon, là. Vas-y, si tu peux nous donner tes références, tes préférences dans l'horreur, s'il te plaît. Moi, je suis tombé dedans en tombant sur Les Griffes de la Nuit à la télé quand je devais avoir 4 ou 5 ans. Donc, d'accord. Gros choc, quoi. Mais à 4 ou 5 ans, t'as laissé regarder Les Griffes de la Nuit. D'accord. À cette époque, ça passait sur Canal+ à n'importe quelle heure. Donc, en fait, t'allumais ta télé, tu tombais là-dessus, quoi. D'accord. Et à partir de là, je suis devenu un gros fan de Wes Craven. J'ai vu tous ses films, même les plus mauvais, faut le dire. On en a fait quelques-uns qui sont franchement pas top. Mais ça a été un point d'entrée pour découvrir d'autres réalisateurs. Et comme Cyril, John Carpenter, là, je suis un aficionados de Carpenter, tous ses films. Je ne retrouve aucun acheté, honnêtement. Je les adore tous. Ouais. Et par contre, dernièrement, j'avoue qu'il n'y a pas de réalisateurs qui m'ont vraiment tourné, à part peut-être Eli Roth avec les deux Hostels, ouais. Et ça remonte quand même déjà à une quinzaine d'années facile. Donc, dernièrement, je trouve plus vraiment mon compte. D'accord. Et par contre, niveau littérature, j'ai commencé comme beaucoup de gosses de mon âge, je pense, avec R.L. Stein et Chair de Poule. Et après, je suis passé directement à Lovecraft. Moi aussi, je suis un grand fan de Lovecraft. Et Clive Barker. Grâce à Hellraiser, qui a été aussi un point d'entrée dans son univers. Et à partir de là, j'ai lu. En fait, je crois qu'il m'en manque aucun de Barker. Je les ai tous lus. C'est eux qui ont bercé mon adolescence. Et les influences fantastiques, surtout, c'est Lovecraft et Barker au niveau littéraire. D'accord. Au niveau Barker, tu as lu son dernier, là, Les Évangiles écarlates, la suite d'Hellraiser, par exemple? Je les ai tous lus, les Barker. Ah oui, je l'ai trouvé très très bon, moi. Je l'ai trouvé vraiment excellent. D'accord. Ok, très bien, je vous remercie beaucoup. Bah, on va continuer sur ce domaine-là. Là, on va aborder les différents supports ou vecteurs qu'on peut avoir dans l'horreur, là, qu'on peut connaître. Et je vais vous demander de parler des livres, justement, des livres et des BD. On va les mettre ensemble, les BD, les comics, là, si vous avez des références, des choses que vous aimez. Alors, Victoire, par exemple, donc, nous a parlé de Stephen King. Oui. Vas-y, vas-y, c'est quoi tes romans préférés de lui? Raconte, allez, fais-toi plaisir. Écoute, vas-y. Donc, je disais en 2014, j'ai commencé à lire Misery. J'ai pas trop accroché, peut-être étais-je trop jeune. J'ai réessayé 3 ans plus tard avec Carrie, que j'ai vraiment adoré. Et puis, je suis allée voir le film Ça, la version de 2017, on y reviendra.
J'ai pris vraiment, si je puis m'exprimer ainsi, une énorme claque avec ce film. Ça m'a donné envie de lire le livre que j'ai lu en une semaine. Et ensuite, je ne me suis plus arrêtée. J'ai lu Cellulaire, Cimetière, 22 novembre 63. J'ai lu Brume. J'ai lu Carnet noir. Depuis 4 ans, on va dire que j'essaye de lire tous les Stephen King. C'est vraiment un énorme coup de cœur littéraire pour moi. D'accord. Et Misery, en fin de compte, quand tu l'as relu, est-ce que t'as pu s'accrocher? Si j'ai bien compris, hein, tu l'avais Alors, rattaqué 3 ans après l'avoir lu la première. je ne l'ai c'est Carrie que j'ai lu 3 ans après. Ah d'accord, Misery, je n'ai j'ai mal pas compris. encore décidé de le relire. D'accord, ouais. Peut-être que si je vais plus l'apprécier, hein, certainement. Mhm. Parce que personnellement, moi, Misery, c'est certainement mon Stephen King préféré. Donc l'un des plus durs, l'un des plus personnels qu'il ait écrit. Et enfin moi je l'aime beaucoup. Hein. Après j'aime beaucoup Stephen King sur la plupart des romans que tu as cités. Mais oui, si je peux te conseiller de réattaquer Misery, je pense que tu auras peut-être une bonne surprise. Voilà. D'accord. Parce que c'est vraiment un très bon Stephen King, un Stephen King exceptionnel où il met vraiment toutes ses phobies dedans. Voilà. Enfin, moi je l'aime bien. Voilà, donc je me permets de le défendre un peu. Voilà. D'accord, c'est prévu. Si jamais, Victor, si jamais tu es amené à regarder la série Castle Rock, qui se passe dans l'univers de Stephen King, qui reprend plein de Oui, mais ensemble. Euh, oui. Relis Misery avant de regarder la saison 2. D'accord. D'accord. Et je trouve l'adaptation qui a été faite au cinéma excellente aussi. On en reparlera Ah peut-être oui, tout à l'heure oui, 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 des oui, nombreuses je l'ai vue. adaptations. Ouais, Ah oui, oui, elle est excellente. L'adaptation, je l'ai vue, par contre, elle est excellente. voilà, on en parlera sur la partie cinéma hein, de toutes les adaptations de Stephen King parce qu'il faut avouer qu'il y en a des excellentes. Voilà. Ah oui. Alors Simon, au niveau livre ou BD, vas-y, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Je t'écoute. Honnêtement, Stephen King, moi j'y suis venu tard, bizarrement, alors que j'écris de Mhm. l'horreur. Parce qu'avant, j'étais vraiment plongé dans Lovecraft et Barker, surtout Ah ouais, Barker. surtout d'accord. Lovecraft, j'adore, et j'y reviens souvent. Ça a Mhm. commencé avec Le Cauchemar d'Innsmouth. Et à partir D'accord. de là, j'ai lu tout ce qu'il a fait en fait. Mhm. Et si je suis venu vers Barker, donc j'ai dit tout à l'heure, c'était grâce à Hellraiser, et aussi parce que je trouve que c'est totalement l'inverse de Lovecraft en fait. Lovecraft est très suggéré et très, très chaste aussi, alors que Barker, lui, il va à fond dans le gore, le sexe, Oui. les injures, enfin c'est un punk quoi, Barker. Oui, c'est exceptionnel, lui. Voilà. Et donc, C'est viscéral ce qu'il écrit. ouais, voilà, je c'est trouve. vraiment viscéral, alors que Lovecraft, même si ça fait peur, c'est quand même assez. C'est un peu plus guindé, on va dire, c'est un peu plus noble, alors que voilà, donc Barker, c'est totalement le contrepoids. Et justement, je trouve que dans un sens, ils se complètent en fait. C'est deux extrêmes de l'horreur. Et c'est peut-être pour ça aussi que pendant longtemps, je me suis contenté de ces deux-là, du coup, avant de venir vers d'autres auteurs comme King sur le tard. Et donc, pour en revenir à Barker, s'il y a bien un roman de lui que je retiendrai, c'est ni Hellraiser ni Livre de Sang, c'est Cold Earth Canyon. Parce que je trouve que c'est celui qui condense toutes ses obsessions au niveau des hommes monstres, des créatures mi-animales, mi-démoniaques, des scènes de sexe complètement débridées, beaucoup de gore aussi, et des dimensions parallèles qui s'infilent petit à petit dans notre monde pour le pervertir dans tous les sens du terme. Il y a aussi une attaque en règle du Star System et même on va dire des dominants de ce monde. Et je trouve que c'est vraiment le bouquin qui condense toutes ces obsessions. C'est vraiment un monument pour moi, Cold Earth Canyon. S'il y a bien un bouquin d'horreur que je préfère, même de tous les auteurs que j'ai pu lire, je crois que ça doit être Cold Earth Canyon. Ouais. D'accord, c'est noté. Moi, ce que je conseillerais pour aborder Clive Barker, c'est peut-être la série des livres de sang, qui sont des recueils de nouvelles. Et voilà, ils sont excellents. Il y a des perles, il y a des chefs-d'œuvre dans l'ensemble. Il y en a beaucoup qui ont été adaptés au cinéma. Il y a eu Midnight Train. Oui, Candyman, Midnight Train, livre de sang aussi, la nouvelle qui est introduite, qui a été adaptée. Roed Rex, si je ne me trompe pas, c'est aussi une nouvelle de livre de sang. Par contre, ouais. Ouais.
Et il doit y en avoir d'autres là qui me viennent pas à l'esprit, mais il y en a eu quelques-unes en effet, oui. Et enfin, c'est toujours, je trouve intéressant d'aborder un écrivain dense comme Clive Barker par les nouvelles, parce que c'est des récits assez courts, c'est très abordable. C'est un investissement en temps qui est moindre et voilà toute la série des livres de sang, je pourrais que vous les conseiller. Voilà. Et Et je- est-ce que tu as, oui, vas-y, je t'écoute. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait de conseiller ces livres-là, et notamment aussi parce que je trouve que c'est une forme, la nouvelle, qu'il maîtrise particulièrement bien, en fait, Clive Barker. Ah oui, il est excellent. Franchement, livre de sang, il y a des nouvelles qui m'ont marqué, qui m'ont Mhm. sublimé, quoi. Qui sont incroyables. Et je voulais demander au niveau de Lovecraft, est-ce que tu as lu les adaptations en manga de Tanabe, si je me trompe pas, qui sortent récemment, qui sortent régulièrement là, depuis 1 ou 2 ans, si je me trompe pas. Il a fait Les Montagnes Hallucinées. euh, Les mangas, c'est pas vraiment Ah, Je les ai en face de moi, je peux te les citer si tu veux. Il y a Les oui, Montagnes Hallucinées, il y a La couleur tombée du ciel, Dans c'est- l'abîme du temps, oui. et le dernier, ça doit être L'Appel de Cthulhu, je crois. L'appel de Cthulhu, voilà. Et moi, je trouve ça excellent et ça m'a redirigé vers Lovecraft. Depuis que j'ai acheté un de ses mangas, je relis Lovecraft maintenant, avec beaucoup d'intérêt. Donc, bah, vas-y, Oui, tu peux peut-être nous en parler de ces mangas, là, ce que tu en penses, vu que tu les as sous les yeux. oui, non, je les trouve magnifiques, hein. Ouais. Il a, il a une, alors il est vraiment très 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 fidèle, à tel point, c'est-à-dire que il utilise le style visuel du manga, non pas pour nous plonger dans un univers qui serait typique du manga graphiquement. Il a un style très très réaliste et détaillé. Et il essaie de nous plonger dans l'univers de Lovecraft et dans l'univers des années 20-30 et avant. Euh, et je trouve que c'est très très efficace de ce point de vue-là. Après, bon, il raconte les histoires de manière assez fidèle, et il crée une atmosphère vraiment très réussie. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est très prenant et enfin, on retrouve Lovecraft, quoi. C'est sur la manière dont le récit est mené. Enfin, moi, ça m'a réconcilié avec Lovecraft. C'est vrai que j'en gardais pas un souvenir énorme, et là, maintenant, je relis ça avec plaisir. Voilà. Après, dans la bande dessinée assez récente en rapport avec Lovecraft, ou complètement dans l'univers de Lovecraft, il y a Alan Moore qui est l'auteur de Watchmen, From Hell, tout ça, qui a sorti sa propre série de bandes dessinées sur l'univers de Lovecraft. Donc, enfin, à la fin des années 2000, il y avait une première compilation, hein, de petits comics qui s'appelait Neonomicon, qu'il avait sorti, qui était particulièrement bien pour moi. C'était une bande dessinée qui offrait vraiment un regard nouveau et différent sur l'univers de Lovecraft, et assez révolutionnaire, je trouvais. Et après, là, depuis, il a fait une espèce de suite préquelle. Elle a un rapport un peu compliqué à Neonomicon, qui s'appelle Providence, qui est un truc plus large, plus dense, qui embrasse complètement tout l'univers de Lovecraft, et qui essaie de le transposer dans le monde réel, ou de voir un peu les connexions avec le background historique dans lequel elles ont été écrites, que je trouve personnellement un peu moins intéressant que Neonomicon, en fait. Enfin, disons que ça continue ce que Neonomicon faisait de vraiment révolutionnaire, mais qui est très intéressant aussi. D'accord. Et pour revenir un peu sur Hellraiser, comme on est à parler de comics, j'ai découvert avec plaisir assez récemment que l'univers d'Hellraiser en fait a surtout été développé en comics. Je sais pas si vous connaissez. Simon là qui Si je euh, voilà. Donc bon, alors c'est pas évident à trouver parce que c'est assez ancien entre guillemets. J'ai réussi à retrouver quelques omnibus en VO ou des choses comme ça, mais enfin c'est fascinant de voir comment l'univers a été développé. Donc Clive Barker, si je me trompe pas, y a participé, hein. Oui, Euh, c'est vrai qu'ils les a bon, scénarisés. Ouais. voilà, c'est qui. À Mhm. l'inverse des suites des films qui ont tous été
qui lui ont été volés, quoi. À partir du 3e, il supervise plus rien sur les films et Oui, ça part dans le n'importe quoi complet au fil des épisodes. exactement. Alors que il a pu vraiment se réapproprier cet univers, quoi. Mhm. Le développer Voilà. comme il l'entendait. Voilà, et moi, j'ai découvert ça grâce à la vidéo d'Alt 236 sur Clive Barker, enfin sur Hellraiser. Et enfin, foncez si vous aimez le de Hellraiser, que vous connaissez le bouquin et les films, foncez sur les comics si vous pouvez les trouver. Vous allez vous régaler. Hein. Je sais pas si tu confirmes, Simon, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et si vous aimez Hellraiser et Cabal de Barker aussi, il y a la mini-série de comics Jihad qui a fait se rencontrer les personnages de Hellraiser et ceux de Cabal. D'accord. Et dans les Évangiles écarlates, il fait rencontrer. Pardon Harry Damour. Harry Damour, voilà. Harry Damour avec les Cénobites, oui. Et il est vraiment excellent ce roman. Vraiment excellent. Cyril, si tu veux bien, là, on va commencer à parler du cinéma. Et j'aimerais bien que, comme tu as écrit un roman sur ce sujet-là, que tu nous parles du théâtre du Grand Guignol. Moi, je connais assez peu, mais sur le peu que j'en sais, est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu l'ancêtre du cinéma d'horreur ou du cinéma gore? Voilà, je te laisse présenter, en parler. Vas-y. Ouais, alors sur le fait d'être l'ancêtre ou pas, c'est une des étapes, disons, de l'évolution. Après, avant, il y a eu les romans gothiques. Il y a eu plein de choses en fait qui ont permis d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui comme riche culture d'horreur. Mais c'est un aspect, une époque assez et une création assez importante, le théâtre du Grand Guignol, est assez intéressante. Donc en fait, c'est un théâtre qui se trouvait à Paris, à Montmartre, et même à Pigalle en fait, qui a été créé en 1890 et qui a fermé en 1962. Et en fait, entre 1890, quand ça a été créé, et la Seconde Guerre mondiale, en gros, ça a été un des très hauts lieux de la nuit, hein, et du divertissement à Paris. Et c'était un des endroits où il fallait aller quand on était un touriste. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Après, à partir de la Seconde Guerre mondiale, entre la concurrence justement du cinéma qui commençait à naître, enfin qui commençait à être bien développé, et puis le fait que les horreurs de l'Holocauste avaient rendu les choses qui se passaient sur la scène du Grand Guignol assez bénignes à côté aux yeux des spectateurs, ça a commencé à ce moment-là à péricliter jusqu'en 62 où ça a fermé. C'est pendant cette période où ça avait moins de succès que ils ont beaucoup plus mis l'accent sur les effets gore pour essayer d'appâter le chaland, et c'est pour ça qu'on le voit surtout comme quelque chose de très gore aujourd'hui, alors qu'en fait c'était peut-être plus subtil que ça, même si c'était assez violent et ça se voulait assez traumatisant pour l'époque, dans les débuts aussi. Et le principe, c'est que c'était des soirées où on achetait son billet pour une soirée où il y avait 5 ou 6 pièces. Il y avait 2 grandes pièces dramatiques et horrifiques, et il y avait entre chacune d'entre elles, enfin au début, puis entre les pièces, des petites pièces d'une seule scène qui étaient des pièces plutôt comiques pour essayer de détendre l'atmosphère. Et du coup, c'était ce qu'ils appelaient la technique de la douche écossaise. C'était une espèce de montagne russe émotionnelle toute la soirée. Et c'est de l'horreur réaliste, en cela qu'il y a très rarement du surnaturel. C'est des histoires de gens qui deviennent fous. Il y a une histoire sur quelqu'un qui se demande s'il va pas tuer son gamin de 7 ans parce qu'il a cette espèce de pulsion. Il va avoir un psychologue qui lui dit non, c'est pas la peine de vous inquiéter, c'est juste. Puis finalement, il finit par le faire, effectivement. Il y a une histoire aussi qui se passe dans un asile où une fille essaie de faire comprendre aux infirmières qu'il y a 3 folles qui la menacent, mais finalement personne ne la protège, donc elle finit par se faire torturer, mutiler, etc. C'était des histoires voilà, plus sur la psychologie, il n'y avait pas tellement de surnaturel. Et c'était des trucs effectivement assez effrayant et flippant. Il y avait des gens qui s'évanouissaient, il y avait des gens qui
s'enfuyaient pendant les pièces. Après, ils étaient plus sensibles qu'aujourd'hui. Alors, l'affiliation qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, d'une part, au niveau de la bande dessinée, il y a eu un moment aux États-Unis où c'était très important, l'horreur. C'était dans les années 50, quand il y avait les EC Comics, les contes de la crypte et tout ça. Et c'était une de leurs sources d'inspiration. Ils ont notamment adapté une des pièces. C'était une pièce, Le baiser dans la nuit de Maurice Level, qui est une des pièces qui sont mises en scène par les personnages dans mon roman, qui a été adaptée par Hal Feldstein pour les EC Comics. Et puis après, sinon, au cinéma, Herschel Gordon Lewis, le réalisateur américain qui a commencé les premiers films gore, était aussi très inspiré, alors plutôt par la dernière période du Grand Guignol, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, quand ils y allaient à fond dans les effets sanglants. D'accord. Bon, il y a des liens en fait, hein, Oui. c'est ça amené au cinéma. D'accord. Et on va l'aborder justement, le cinéma, là, donc c'est pour moi le support de l'horreur, certainement par excellence, hein, sans vouloir dénigrer les autres. Hein. Mais c'est là où on a une histoire quand même assez incroyable, donc on va se faire plaisir, on va en parler. Hein. Donc Simon, là, si tu veux commencer, nous dire, donc on a beaucoup parlé de Carpenter avant, je pense qu'il fait l'unanimité chez nous. Alors vas-y, si tu as envie de nous parler de Carpenter ou d'un autre, dans le cinéma, ce que tu aimes, ce que tu recommandes, vas-y, fais-toi plaisir. Donc moi j'ai commencé avec Craven, donc autant commencer avec Craven. Ah oui. Il y a les Griffes de la nuit quand même, qui pour moi est quand même un véritable chef-d'œuvre, dans le sens où il arrive à mêler de façon plus subtile qu'il n'y paraît la réalité et le rêve. Les deux ne cessent de s'entremêler tout au long du film, et à la fin on ne sait plus du tout où on est. Et je trouve que sa façon d'embrouiller le spectateur est quand même assez brillante. Et c'est quelque chose qui l'a poussé encore plus loin dans le 7e film de la série, Freddy sort de la nuit. Oui. Où là, non seulement le rêve influe sur la réalité, mais en plus le cinéma influe sur le rêve qui influe sur la réalité. Enfin, c'est quand même une analyse assez profonde et prodigieuse de l'horreur en général. Bon, par contre, je suis pas trop fan des Scream, sauf le premier qui est aussi une belle analyse du cinéma d'horreur. Par contre, les suites, je trouve qu'elles sont tombées dans ce que le premier dénonce. Donc, j'ai arrêté de suivre à partir du 2. Et pour Carpenter, par contre, mon préféré, c'est sûrement L'Antre de la folie, parce que c'est aussi un bel hommage à Lovecraft, en plus d'être un très bon film d'horreur qui fout les jetons. Et après, pour en retenir d'autres, honnêtement, je crois qu'il faudrait consacrer un podcast entier à Carpenter, parce que... Oui, même plusieurs podcasts. Ouais, chacun de ses films. Voilà. Donc, rien que sur L'Antre de la folie, on pourrait parler des heures. Et je suis d'accord avec toi que c'est le meilleur Carpenter avec The Thing, personnellement. Et Fogg, j'adore Fogg aussi. Et Fogg, de toute façon, ils sont tellement... c'est difficile de dire quel est le meilleur Carpenter, parce qu'ils sont tous tellement incroyables que... après, ils ne sont pas tous forcément dans le genre dont on parle ici. Hein. Si on parle de New York 1997, enfin Escape from New York, on n'est pas dans l'horreur. Hein. Mais... Starman, oui, par exemple, Ghost of Mars, on est quand même, on est quand même encore un peu sur l'horreur. Mais bon, il a fait aussi de très bons films de science-fiction. Escape from New York, c'est quand même une belle référence. The Thing, on parlait de Lovecraft tout à l'heure. Pour moi, c'est le meilleur hommage à Lovecraft qui est au cinéma, avec L'Antre de la folie de Carpenter, donc. Enfin, je pense que c'est quand même le réal qui a vraiment le mieux adapté Lovecraft, même si c'est pas officiel. Brian Usna fait aussi Oui, vas-y, je t'écoute. Ok, donc en fait, c'est par rapport à ce que vous disiez sur The Thing, qu'il y a un truc qui me paraît intéressant, c'est qu'en fait, c'est adapté très directement et littéralement d'une nouvelle d'un auteur qui n'est pas Lovecraft et qui écrit pas du tout comme Lovecraft d'ailleurs, qui s'appelle John Campbell. Sa nouvelle s'appelle Who Goes There, et en fait, donc c'est un truc qui a été adapté à la fois donc par Howard Hawks au départ avec La chose d'un autre monde, qui a été réadapté par Carpenter, qui est aussi adapté dans un épisode des X-Files.
et qui est aussi adapté dans un film qui devait être le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'avais genre 3 ans, qui s'appelle Terreur dans le Shanghai Express, où c'était cette histoire voilà, d'un extraterrestre millénaire qui prend forme ou possession des gens et qui est retrouvé dans l'Antarctique. Et ce qui est étonnant, c'est que du coup, effectivement, c'est pas adapté de Lovecraft du tout, c'est adapté d'un type en particulier qui n'est pas Lovecraft, mais par contre, c'est vrai qu'on se croirait vraiment dans les montagnes hallucinées quand on le voit ce film. Oui, exactement, oui. Et la vision qu'on a donnée Carpenter l'a vraiment rapproché du style de Lovecraft. Ouais. Alors, dans la manière d'être très organique, dans l'indicible. C'est difficile de décrire ce qu'on voit dans le The Thing de Carpenter. Ces fantastiques effets spéciaux qui ont été faits à l'époque, qui sont inégalés et qui seront inégalés maintenant parce que maintenant on fait tout en numérique. C'est de l'indicible, c'est du pur indicible. C'est vraiment, on est vraiment très proche de ce que Lovecraft essaye de ne pas décrire justement, de faire ressentir. Après, alors il y a eu des analyses qui ont été faites qui montraient qu'en fait, il dit beaucoup que ce qu'il dit est indescriptible, mais par contre, il le décrit en réalité. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Après, bon, je suis assez béotien dans le terme, dans l'analyse de Lovecraft, mais ce qui est génial chez Carpenter, c'est qu'il a fait The Thing, qu'on rapproche aisément à Lovecraft, et là où c'est flagrant, c'est l'Entre de la folie, où je m'étais même posé la question de savoir si c'était pas un problème de droit, le fait de ne pas avoir utilisé le nom de l'auteur Lovecraft dans le film, à la place de Sutter Kane. Déjà, je pense que c'est autant un hommage à Stephen King qu'à Lovecraft. Voilà, c'est ce que j'ai vu par la suite. C'est pas un problème de droit, non. Il a mis Sutter Kane parce qu'il résonne comme Stephen King. Ouais, mais la façon dont tu as écrit le nom de l'auteur sur les couvertures, tu vois que c'est un peu ce que tu as sur les couvertures classiques des livres de Stephen King. Exactement. Par contre, les illustrations qu'on voit sur les romans de Sutter Kane dans le film rappellent plus Lovecraft. Ouais. Je sais pas si tu vois. Et Carpenter disait qu'il aimait bien en France, c'est que quand on lui parlait de l'Antre de la folie, les gens comprenaient qu'il parlait de Lovecraft et pas de Stephen King justement. Ouais. Et c'est en ça qu'on peut le rapprocher. Voilà. Et comme vous dites, sur Carpenter, il faudrait faire au moins 10 podcasts. Donc voilà. Je fais une pause. Je vais passer à toi. Alors attention Victoire, tu es la représentante du podcast Alpho. Hein, donc oui. Quand même, moi je te considère un peu comme l'experte des films d'horreur de ce podcast, de cette émission. Donc vas-y, parle-nous du cinéma d'horreur, s'il te plaît. Alors, je ne suis pas tellement une experte. J'ai deux coéquipiers qui sont Ludo et Bruno, qui sont bien plus experts que moi dans ce domaine-là. Néanmoins, pour apporter ma pierre à l'édifice, j'aime beaucoup Wes Craven. Pour rebondir sur ce que disait Simon, je crois, tout à l'heure, j'aime beaucoup le premier Scream. Je trouve, arrêtez-moi si je me trompe, que c'est un classique, vraiment. Les personnages ont conscience, ou presque, qu'ils sont dans un film d'horreur, pardon. Et je trouve ça magistral de la... Et puis, comme je le disais aussi, j'aime beaucoup les versions cinématographiques de ça. Donc, adaptation du livre de Stephen King, que ce soit Il est revenu, qui est sorti en 1990, qui était un téléfilm, ou que ce soit les adaptations d'Andy Muschietti en 2017 et 2019. Je trouve que ce sont de bonnes adaptations, très proches du film, qui m'ont fait peur psychologiquement plutôt que visuellement. Et donc, j'adore vraiment ces adaptations. Ah oui, les dernières versions de ça, là, en deux films de pas loin de 3 heures chacun, si je me trompe pas. Moi, le premier, j'ai beaucoup aimé, peut-être moins le deuxième, parce qu'il est du côté des adultes. Tout simplement. J'ai beaucoup aimé le premier. On n'est pas là pour parler de Stephen King, mais si je peux me permettre quelques secondes. Permets-toi. Le premier, je trouve, est plus... Ça reste une adaptation, mais il est plus proche du roman que... C'est d'ailleurs ce film-là qui m'a donné envie, comme j'ai dit tout à l'heure, de lire le roman de Stephen King. Il est plus viscéral, plus proche du roman, alors que le deuxième va être plus visuel, plus guignol en fait, plus basé sur un humour horrifique. Donc le deuxième m'a moins plu.
Oui. Et moi, ce que j'ai pas aimé dans le deuxième, c'est le choix qui a été fait de pas respecter la forme originale de ça qu'il y a dans le roman, Totalement. qui est une araignée. Et bon, ça m'a vraiment déçu. J'attendais ça avec impatience et voilà. Et surtout que j'ai beaucoup accroché au premier, moi, sur ça. Et pour parler des choses un peu plus récentes, bon là on parle des vieux maîtres, j'ai envie de dire, Romero, on a parlé de Romero, Carpenter, Wes Craven. Sur ce qu'on a de plus récent, par exemple en France, moi j'aime beaucoup Pascal Laugier, qui a fait Martyr ou Ghostland. Qui a fait Martyr, qui a Euh, fait Ghostland, qui a fait. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais Saint-Ange, c'est ça? Il Si a je ne fait m'abuse, c'est Saint-Ange, c'est bien ça. Saint-Ange, oui. Voilà, il en a que 4, je crois. Je suis en train de chercher le titre du quatrième. C'est de Tolman. C'est pas. Enfin, il s'appelle The Tallman en anglais, mais la version, le titre VF, c'est aussi un titre en anglais, c'est The Secret. Voilà, The Secret, voilà, c'est ça. Et moi, Secret, oui, c'est ça. Voilà. Pour vous résumer, c'est que Martyr, j'ai eu l'incroyable chance de le voir au cinéma. Parce qu'il a eu du mal à sortir au cinéma. Je sais pas si vous vous rappelez d'histoire, mais il avait été interdit au moins de 18 ans. Et moi, j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma. Les gens sortaient de la salle au fur et à mesure de l'avancée du film. Et je peux vous jurer que c'est pas parce qu'ils s'ennuyaient. C'était une réaction vis-à-vis de ce qui se passait dans le film, hein, sur les différentes étapes que vous avez dans le film. Il y a facilement le tiers de la salle qui est sorti, hein, au fur et à mesure du film. Et moi, j'étais sous le choc. Je suis sorti du film dans un état, mais vraiment remué au possible. Et je me souviens que je faisais les 100 pas dehors dans le cinéma pour me remettre, clairement, avant de prendre ma moto. Et quand j'ai levé la tête, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens autour de moi qui étaient aussi un peu en piteux état et qui avaient l'air un peu bizarres. Et j'ai reconnu des gens qui étaient dans la salle avec moi. Et ça a vraiment été un choc. Donc moi j'ai beaucoup Pascal Laugier par exemple, je sais pas de votre côté. Alors, en ce qui me concerne, j'ai vu Martyr l'année dernière, puisque quand il est sorti, j'avais 12 ans, donc j'étais un petit peu jeune Oui. pour aller le voir. Et même à 40 ans c'est jeune, je peux te le dire. Et j'ai eu, pourtant je l'ai vu sur l'écran de mon iPhone, donc c'est bien plus petit qu'un écran de cinéma. Et je l'ai vu en plein jour, mais j'ai eu une réaction viscérale, de recul, de dégoût, d'empathie psychologique avec ce que vit le personnage principal. Et c'est une ambiance très très glauque, si je puis dire, très poisseuse. Oui. Et je conseillerais ça à un public peut-être aguerri, averti. C'est pas le film qui consiste en une entrée en matière si vous n'avez jamais vu de film d'horreur, en tout cas. Ah oui. Ou alors là c'est un départ sur les chapeaux de roue. C'est un sacré départ, oui. Et moi, ce que je me suis dit quand je l'ai vu, et notamment quand j'ai vu la réaction du public, hein, je vais assez rarement au cinéma, donc je regarde beaucoup les films chez moi. Enfin, bref, c'est que les gens s'attendaient à un torture porn, comme Hostel ou Saw, et c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus viscéral et beaucoup plus psychologique qu'un torture porn. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont allés le voir et qui n'ont pas tenu le coup, qui sont restés sous le choc. Et puis, bon, ce que j'adore, c'est la fin, qui est très sombre et, comment on dit, qui est très manichéenne. Enfin bref, qui est terrible en fait. Qui peut être interprétée de plusieurs manières, si je ne m'abuse. Qui peut être interprétée, qui est ouverte, c'est une fin ouverte, oui, ça j'adore, et qui prolonge le film en fait. On a fini de regarder le film, on continue à y penser. C'est vraiment un film qui voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, Simon ou Cyril. Si, oui. En fait, je pense que. Alors, je pourrais pas comparer avec Saw parce que j'en ai vu aucun, mais par rapport à Hostel, je pense que paradoxalement, Martyr, c'est peut-être plus en fait du torture porn que Hostel, en cela qu'on voit vraiment beaucoup plus les corps torturés, etc. Mais que par contre, il y a une mélancolie et une poésie en fait dans la musique, dans la façon dont c'est filmé dans Martyr, qui fait qu'on a effectivement l'impression d'être dans autre chose, alors que Hostel a un ton plus gouailleur, on va dire, qui fait que
Ouais, je crois qu'il y a un rapport un peu paradoxal au torture porn dans Martyr. Oui, il est beaucoup plus clinique, je trouve, qu'un torture porn. Et surtout, Martyr, moi je trouve qu'il y a euh, plusieurs styles d'horreur en un seul film. Je sais pas si. Enfin, vas-y, je pense que tu. Je Déjà, t'écoute, vas-y. Oui. Déjà, il y a des étapes dans la. Voilà. Il y a différentes étapes qui correspondent à différents sous-genres de l'horreur pour moi. Le début Vas-y. n'est pas du tout du torture porn et n'est pas fait pour qu'on puisse s'attendre à ce que ça bascule dans le torture porn. Exactement. Pour moi, le début, c'est du slasher. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. Hein, Victoire, je sais pas ce que tu en penses aussi. Ah oui, Voilà. carrément. Et après, on passe, pour moi, on passe au film. Alors, soit le film de monstre, soit le film de fantôme japonais, avec la créature. Le film de monstre. Peut-être le film de monstre, je dirais. Ouais. Un peu des deux, parce qu'on ne sait pas trop si elle est réelle ou pas. Enfin, il y a une espèce de truc un peu bizarre. C'est tout le génie du film, c'est qu'on sait pas où on est, dans quel genre on est. Et il y a toute cette partie-là qui est marquante. Enfin, moi, la créature, la première fois qu'on la voit, bref. Et là, après, on va passer Alors, oui, au torture porn, c'est ce qu'il y a de plus proche du torture porn, on va pas le nier. Mais c'est tellement clinique, tellement méthodique. Ah ben clinique, c'est le cas de le dire. Hein. C'est le cas de le dire, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, un film, alors peut-être pas Hostel. Moi, j'aime beaucoup les hostels, moins les sauts. Les sauts sont très fun, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est du Tex Avery, pratiquement. Ouais, c'est outrancier à mort. Ouais. Voilà, c'est outrancier à mort, ça peut porter à rire, même si ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est très grotesque. Là, je pense qu'on est proche du grand complètement irréaliste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, si je puis me permettre une anecdote, James Wan, quand il a réalisé le premier, s'est inspiré de Cube de Vincenzo Natali et de Seven, donc de David Fincher. Et ensuite, à partir du second, il n'a plus assuré la réalisation. Et c'est à partir de là que le film est devenu torture porn, grotesque, monté dans le sang, dans l'expansion de l'horreur, enfin de la torture. Mais à la base, James Wan voulait un film qui soit plus un thriller horrifique, mais plus un thriller qu'un film d'horreur. D'accord. Et ça l'est d'ailleurs. Mais le 2 n'était même pas pensé pour être un saut. C'est là que le problème commence. C'est que vous avez récupéré le scénario d'un sous-saut en fait, en urgence pour avoir un saut 2. Et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé, que ce qui n'était qu'un sous-saut est devenu la norme de la série Saut, ce qui est quand même assez ironique pour le coup. Et à partir du 3, on est vraiment tombé dans limite la parodie du premier en fait. Puisque le premier, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il n'est pas si gore que ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une ou deux épreuves qui sont... Mais elles sont zappées en fait. Bah oui, alors que dès le 2 et surtout le 3, là, les épreuves sont étirées en longueur avec des systèmes de plus en plus sadiques, ingénieux, j'ai envie de dire, enfin, d'une certaine manière, et avec des gros plans sur les membres arrachés, les chairs déchirées, enfin, c'est vraiment... C'est la boucherie, quoi. Puis la psychologie du personnage de John Kramer, qui est le tueur, on va dire, est complètement balayé, ça devient n'importe quoi. On fait, dès qu'on avance dans les sauts, on fait des flashbacks dans les autres. Enfin, ça devient incompréhensible. Il y a tellement de complices que c'est pire que la mafia, quoi. Il y a des complices qui ont des complices. C'est complètement ça. On n'y croit plus. C'est un peu une maladie qu'on a dans le cinéma en général à l'heure actuelle et dans le cinéma d'horreur en particulier. C'est qu'on étire des concepts à l'extrême pour faire des suites, des nouvelles suites, des reboots ou toutes ces choses-là. Et ça, c'est bien triste. Et on peut pas étaler un concept comme ça sur. Alors, il y en a eu 7 ou 8 Alors, il y en a eu. 7, le 8e devait sortir. Il y en a moins que de Hellraiser. Oui, il y en a moins que de Hellraiser, ouais. Hellraiser, il y en a 10. 11. C'est bien ça? 11. Ouais. Oh là, ouais. Il faut compter les deux reboots aussi. Attends, non, il y en a 8 et bien qui va sortir cette année. Oui, et il y a un reboot, c'est bien ça? De Saw, non. C'est pas un reboot en fait, c'est... Ah si, c'est sur le passé du tueur au puzzle de John Kramer. D'accord, c'est plutôt une préquelle alors, voilà. C'est ça. Mais si tu prends les Scream, c'est pareil. Hein. Si tu prends les Scream, c'est pareil. Les Scream, à chaque fois, il y a des complices de partout. Dans les suites, c'est n'importe quoi hein, dans les suites. Oui, enfin, peut-être pas pour les 3 premiers, mais oui. Je trouve que quand même les 3 premiers ont une certaine cohérence dans leur aspect méta, j'ai envie de dire.
Enfin, vas-y, là, parle-en. Je t'écoute, vas-y. Sur cet aspect-là. Bah, par exemple, dans le 2, c'est la mère du tueur qui était dans le premier qui revient pour venger son fils. À partir du 2, j'avais du mal à y croire, en Oui. fait. Mais ça reprend Enfin, c'est sur l'aspect méta, en fait. Le premier, ça a lancé la mode des méta, en fait, des films méta, et c'est un méta slasher. Et le deuxième, ça reste du méta slasher, mais comme on reste dans du méta, on fait du méta sur les suites. Donc c'est pour ça que c'est une suite typique. Et C'est le troisième, en fait. voilà, c'est une anti-suite. Voilà, Parce que normalement, en fait, Jason est censé être le fils de la tueuse dans le premier Vendredi 13, et là, ils ont inversé le truc, en fait. Voilà. C'est que c'est la mère qui revient pour venger son fils. Donc, ils ont fait exprès d'inverser le schéma habituel. D'accord. Donc là, ça se tient. Par contre, à partir du troisième, avec le frère qui vient de n'importe où et qui a monté toute une machination, là, c'est effectivement n'importe quoi. Mais en même temps, il faut savoir que le troisième a été écrit sur le plateau quasiment au jour le jour. Donc, il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Voilà. Ah oui, c'est pas si mal que ça pour un truc écrit au jour le jour. Voilà. Et pour parler de quelque chose de récent, un réalisateur que j'aime beaucoup, j'ai vu deux de ses films récemment, c'est Ari Aster. Donc je vous parle, c'est des films comme Hérédité et Midsommar. Ouais. Donc dans Talfo, je sais que vous avez fait les deux, si je me trompe pas. Oui, exactement. Donc moi là, je pense, c'est quelqu'un que je suis vraiment. Je trouve qu'il y a un renouveau dans le film d'horreur qui a quoi, les 5-6 ans, où on a bon, Ari Aster, il fait quand même des choses assez impressionnantes. Il y a aussi l'autre réalisateur qui a fait It Follows. Et c'est David. Je crois que c'est David Mitchell. Robert Mitchell, oui. Voilà, c'est ça. Et qui vraiment, pour moi, It Follows, c'est un Carpenter-like. Il a vraiment fait un film comme Carpenter et il est incroyablement réussi. Gros hommage à Halloween, ouais. Voilà. L'ambiance de Halloween surtout. C'est ça, l'ambiance de Halloween. Enfin, c'est un high concept très bon et c'est une belle réussite. Et Hérédité et Midsommar, alors je sais que ce sont des films qui divisent. Il y a Martin Scorsese qui est d'accord avec toi quand même. Pardon ? Il y a Martin Scorsese qui est d'accord avec toi quand même. D'accord. Ah ouais, bah je suis honoré. Je suis honoré. Et pour revenir à... Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Non, et moi aussi, je suis d'accord avec toi, mais pour dire Martin Scorsese est de notre côté, pour dire que Ari Aster est formidable. Oui. Et donc, je sais que Midsommar, on en a beaucoup parlé, et on l'a relié avec... enfin, c'est un faux remake de... Ah, excusez-moi, j'ai un... The Wicker Man, non ? De The Wicker Man, voilà, merci beaucoup. L'original, pas celui avec Nicolas Cage. Oui, non, mais il n'y a pas de film avec Nicolas Cage. Non, je ah bon ? Non. Ah non, je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez là. Donc, je l'ai vu assez récemment, Midsommar, et bon, c'est impressionnant le travail qui est fait. Il y a de la recherche. C'est pas un film tout public. Ah non, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, ils cherchent pas à aller dans le sens du public pour rapporter un maximum d'argent, faut dire ce qui est. C'est original, ça doit être un faux remake, on reste sur quelque chose d'assez original. Hérédité aussi dans le genre, c'est vraiment, vraiment surprenant. Et ce qui m'impressionne moi dans ces films, c'est que on se fait surprendre, on s'attend à quelque chose de classique, justement. Alors surtout sur Hérédité. Moi, je m'attendais à une histoire de possession, de maison hantée ou des trucs comme ça. En fait, ça dérive vers une histoire de secte et de démons. Enfin, je me suis pris dans la gueule. Hein. Moi, je me suis fait avoir, je sais pas vous. Midsommar, c'est un peu pareil. Le climax, il est au milieu du film. C'est un truc au niveau du rythme assez surprenant. Puis c'est un film sous LSD, quand même. Il faut dire ça. Oui. Et enfin, je sais pas ce que vous pensez de ce réalisateur là, pour parler des choses récentes. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez d'Hérédité et de Midsommar ? Quelqu'un qui veut en parler là ? Moi, Hérédité, je l'ai vu donc récemment dans le cadre du podcast. Donc on a dû le faire il y a 7-8 mois. Le film m'a laissé pas de marbre, mais presque. J'ai été davantage prise à la gorge par Midsommar. Midsommar, je ferai un parallèle avec Martyr en vous conseillant de ne pas faire de ce film une entrée en matière si vous ne connaissez pas les films d'horreur. Disait Ludo, l'un des membres du podcast, il faut être préparé pour regarder, et je suis entièrement d'accord. Oui. C'est un film
très très lourd dès le début. Mais oui, déjà avant, Tu seras d'accord avec moi, hein. déjà avant même qu'on entre Pardon, Cyril, tu disais? Déjà, avant même qu'on entre dans la menace simili, surnaturelle, sectaire, etc., le simple fait qu'on a une héroïne plutôt sympathique dont les parents ont été tués par sa sœur suicidaire et que les C'est gens ça. étaient traumatisés, c'est déjà assez traumatisant en soi, quoi. Oui, Donc, oui, il annonce entièrement la couleur d'accord. très vite. Pardon? Il annonce la couleur très vite hein, sur le fait que ça va être difficile à regarder. Oui. C'est ça. Moi, ce qui m'a surpris, agréablement surpris, c'est pas le rythme, je dirais, je parlais de la structure, en fait, les moments forts du film qui sont plutôt au milieu, qui sont assez dispersés dans le film et on les retrouve pas à la fin, comme on a l'habitude d'avoir sur les films américains, hein, où il y a des recherches au niveau de l'intensité, au niveau du climax. Il y a généralement un climax au début, un climax à la fin. Vous prenez par exemple James Cameron, il est spécialisé des climax en 3 temps. Hein, si vous reprenez la fin de Terminator, par exemple, hein, c'est quelque chose qui reprend tout le temps. La fin de Terminator, c'est un climax en 3 temps. Et vous avez le premier temps où ça explose avec le camion citerne, le deuxième climax où vous avez le Terminator en exosquelette qui sort et qui continue à les attaquer, et vous avez le dernier climax où les restes du Terminator s'attaquent à Sarah Connor après l'explosion. Hein, voilà, dans l'usine, voilà. Et ça, ce sont des structures assez communes qu'on retrouve dans beaucoup de films. Et lui, il a vraiment bouleversé tout ça. J'étais surpris de me rendre compte que, pour moi, le climax, c'est le sacrifice des personnes âgées qui ont, c'est 70 ans, c'est ça? Je me souviens plus des. Enfin, quand elles se jettent sur la pierre là, de sacrifice. Pour moi, le climax, il est là et il arrive pratiquement au milieu du film. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ce qui m'a plu. C'est ce que je trouve très original et génial dans ce film. Oui, il y a un rythme. Il y a pas, enfin moi je dirais pas que ça c'est le climax, je dirais qu'il n'y a pas un climax en fait, il y a des tas de moments forts qui sont étalés d'une manière pas spécifiquement, enfin, pas classique. Pas classique, voilà. Pas organisé, oui. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, j'attends son prochain avec impatience. Moi. C'est vraiment un réalisateur qu'il va falloir suivre. Et pour terminer sur le cinéma, juste après, si vous avez envie de parler d'autres films, je vous laisserai parler. Même chose un peu sur ce qui est récent et un film qui m'a beaucoup marqué, que j'aime beaucoup, c'est Grave de Julia Ducournau, donc qui est franco-belge, hein, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Julia Ducournau, par contre, est française. Ouais. Oui, voilà. Donc moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve très réussi. Qui est mal vendu. Il est vendu comme un film très trash. Non, je connais pire. Enfin, je suis très film trash, donc ouais, il y a du body horror. Il y a même chose. C'est un film qui est un peu multigenre, un peu comme Martyr. On peut définir. Il y a un peu de body horror, il y a du teen movie, il y a pas mal de choses. Et même chose. Hein, je pense que vous l'avez vu aussi. Là, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez aimé, ce que vous en pensez. Ouais, si vu. C'est pas vraiment ma cam, honnêtement. D'accord. Si moi j'ai trouvé très bon. D'ailleurs, je voulais la citer tout à l'heure quand tu parlais de Pascal Logier. Et, je veux dire, oui, en France, il y a aussi Grave où il y a à la fois, comme tu dis, du body horror qui est traité pareil de façon, alors pas excessive au niveau de ce qui est montré, mais avec des éclairages et un type d'image, etc., qu'on pourrait qualifier de clinique. Oui. Mais en même temps, c'est rigolo. Il y a plein d'ironies assez décapantes. Mhm. Et d'émotions. Il y a de l'émotion. Enfin, il y a du teen movie qui est pas du tout négligeable dans le film. Enfin, il y a un travail de réalisation. Il y a plusieurs regards caméra par moment. Enfin, je trouve l'actrice, j'ai pas son nom en tête, la jeune actrice qui joue le rôle principal. J'arrive même plus à me rappeler du nom du personnage. Je suis vraiment désolé. Je crois que dans le film, alors j'ai pas vu le film, mais je crois qu'elle s'appelle Justine dans le film. Ouais, c'est ça. Il me semble C'est ça, aussi, c'est Justine, voilà. Enfin, elle a trouvé
l'actrice pour, pour le personnage qu'elle a créé. Voilà, après, il a une fausse réputation de film très trash. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus trash. Et sur ça, j'ai été déçu. Mais j'ai pas du tout été déçu par le film. J'ai été surpris, agréablement surpris. Et même chose, bon, c'est quelqu'un à suivre. Je sais pas ce qu'elle compte faire par la suite. Je sais pas si elle est sur des projets. Ben, j'espère que si. Je sais que l'actrice, on l'a retrouvée dans la série Ad Eternam, qui est passée sur Arte. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, pas du Non. tout. Malheureusement, qui n'était pas une réussite, qui imaginait une société où la mort avait été vaincue. Voilà, où plus personne ne mourrait. Le pitch de base, le high concept était très bon, mais il n'a pas réussi à être développé. Et depuis, j'entends plus parler de cette actrice. Mais voilà, on a un renouveau dans le film d'horreur en général, je trouve, et en France, on a quand même pas mal de trucs. Ah, c'est Ad Vitam, pardon. Il y a notre soutien technique qui vient de corriger. C'est Ad Vitam, pardon, pas Ad Eternam. Voilà. Ad Vitam, ça vous dit quelque chose? Non, pas Ouais. du tout. C'est sur Netflix, si vous voulez. Voilà. Donc au niveau des films, alors moi par exemple, vite fait, pareil, j'aime les films d'horreur en général, mais je suis assez amateur de films trash justement, voire très trash. Donc c'est pour ça que j'avais été attiré par Grave à l'époque. Alors quand je vous parle de films trash, dans les plus connus, vous avez les Human Centipede, Ouais. ce genre de film. Oh Voilà. mon Dieu, Voilà. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qui sont surfaits, survendus. Je connais beaucoup plus trash. Par exemple, Victoire, dans Talfo, vous avez parlé de Tusk. De Kevin Smith. Ouais. Et Oh là là. Alors, que- j'y étais pas, Ouais. mais quand j'écoute cet épisode, je me sens mais mal à l'aise à chaque fois. J'ai une empathie pour le personnage principal, même si ce n'est pas le plus gentil du monde, mais si c'est Ouais. affreux. Ce qui lui arrive, Ça- c'est affreux. C'est C'est affreux. affreux, quoi. Et moi, je me demande toujours comment ils ont pu avoir une idée pareille. Je sais pas qui l'a vu, Tusk, chez vous. Si, je l'ai vu, c'est un Voilà. Kevin Smith. Je suis un grand fan de Kevin Smith. Voilà, donc, ouais, je l'ai vu. c'est un clip. Et l'idée, ils l'ont eu, honnêtement, ils l'ont eu un soir de beuverie, il l'a dit Voilà. même avec son producteur. Donc, Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. voilà. D'accord. Et Je Human me suis- Centipede aussi, hein, ça arrivait un soir de beuverie, l'idée. Ouais. Voilà. Et moi, je me suis clairement demandé avec Tusk que si c'était pas basé sur des faits réels, parce que avoir une idée comme ça, je me suis dit non, c'est quelque chose qu'ils ont vu quelque part, un fait réel. Bon, enfin, apparemment, c'est pas ça. Alors, Victoire, c'est grâce à moi qu'il y a eu cet épisode, entre parenthèses, chez Talfo. Je sais. C'est moi qui ai proposé le film. Après, il y a d'autres films. Mais quand je regarde des films comme The Human Centipede ou Tusk, Mhm. mais je me dis toujours qu'il y a un fou quelque part qui serait capable de faire une chose pareille, de relier des gens ensemble, d'opérer des gens pour qu'ils deviennent des monstres. Je me dis toujours qu'il y a un fou quelque part qui serait capable de faire un truc pareil. Alors, par exemple, pour Human Centipede, enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup le diptyque Human Centipede First Sequence et Full Sequence. Ouais, le Le 2, sachant que le 2 est un film méta, un peu comme Scream, c'est un méta film d'horreur, où dans le Human Centipede Full Sequence, le premier film, le First Sequence, est intradégétique. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire de Martin, qui est un gardien de parking, et qui passe sa vie à regarder le premier film. Voilà. Et qui rêve de faire ce qui a été fait dans le premier film. Et il y a une mise en abîme très intéressante, notamment pour quelqu'un comme moi qui est fan de films de trash. C'est qu'il vous renvoie à la gueule l'image que la société a de vous en tant que fan de films trash. Et donc, vous voyez à quoi ressemble Martin quand même. Voilà. Et il vous dit, Tom Six vous dit, voilà, c'est comme ça que les gens vous voient dans la société quand vous êtes fan de films d'horreur et plus particulièrement de films dégueulasses comme Human Centipede. Et ça se voit pas mal dans le film. Il y a des regards caméra. Il y a notamment une scène à un moment où Martin se regarde dans un miroir. Donc ça référence au premier film. Et après s'être regardé dans le miroir, il y a un regard caméra. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça quand je l'ai revu après, comme quoi dire. En gros, Tom Six qui dit mais regarde ce que tu es en train de regarder, c'est vraiment dégueulasse, mais regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Regardez ça, quoi, en gros.
Et sur ça, je le trouve très intéressant. Après, le problème, c'est qu'il est tellement trash qu'il est vraiment pas fait pour tout le monde. Hein, autant le premier Human Centipede est pas si trash que ça, en fin de compte. C'est le concept qui est trash. Mais le film en lui-même, c'est un film de savant fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est Le premier. le premier, hein, le tout premier avec le chirurgien allemand. Ouais, le premier, mais en fait, je l'ai vu comme une parodie d'un humour très noir sur les camps de la mort, honnêtement. Voilà, je vais en parler après. J'en parler juste après. Le docteur, c'est Mengele, enfin, c'est une version C'est ça, Mengele. C'est complètement clairement Mengele. perchée. C'est une version d'Opal Humour Noir de Mengele dans son petit camp perso qui fait ses expériences dégueulasses perso, C'est juste ça. pour son propre plaisir. Voilà. Donc, c'est d'Opal Humour Noir, c'est sûr qu'il faut le prendre au millième degré, mais ouais, c'est clairement une critique des nazis, quoi. Ouais, voilà. Clairement. Parce que pour rejoindre ce que tu dis, Victoire, qu'il y a un malade qui a peut-être eu cette idée-là. Là où alors si je me trompe pas, c'est Mengele qui a osé faire ça. C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on s'intéresse aux camps de concentration et aux horreurs qui y sont passées. Mengele avait réuni deux frères jumeaux et il les avait cousus ensemble pour faire des frères siamois. Ouais. Voilà, et Ah donc, je l'ai entendu plusieurs fois dans plusieurs témoignages, donc je considère que c'est pas une légende. Et Non, c'est avéré. c'est avéré, voilà, c'est un fait historique avéré. Et Mais je sais que dans il l'histoire. a réussi, c'est-à-dire que ils ont vécu après. Alors, ou c'est ils ont comme dans été- le film, ils ont sont été- morts, parce que dans le film, Alors, ce que je sais de l'histoire, c'est qu'ils ont été achevés par leurs parents. C'est-à-dire que Mengele, il prenait des enfants, il faisait des. ah, c'était des enfants, d'accord. Ah oui, oui. d'accord. Alors, Mengele, si je me trompe pas, vous me corrigez si je dis des Mon bêtises, Dieu. c'est celui qui travaillait sur les frères jumeaux et les sœurs jumelles. Mon Ouais, il Dieu. était obsédé par ça. Ouais. Voilà, il est obsédé par ça. Et il avait des enfants, en fait, il récupérait les enfants dans les camps et il faisait des expériences sur les enfants. Et il faisait des expériences des trucs qui avaient aucun sens. Hein. Et ouais, bref. Et il a fait ça. Parce qu'il avait envie de le faire, c'est tout. Ça rejoint un peu, à un moment, il y a dans le film de Tom Six, le chirurgien dit j'ai passé ma vie, parce qu'en fait, le chirurgien, justement, c'est quelqu'un qui était spécialisé dans la séparation des frères et des sœurs siamois. Et il dit j'ai passé ma vie à séparer les gens, maintenant je veux les réunir. À un moment, il sort ça, c'est à ces trois pauvres segments là qui va réunir. Et donc il avait fait ça. Et moi, ce que j'ai su dans l'histoire, c'est que il avait remis son œuvre, si on peut dire ça, dans le camp, et les parents les avaient étouffés pour les achever. C'est ce que j'ai su. Après, à vérifier. Hein, je vais pas le jurer. Voilà. Et par exemple, pour parler de trucs trash sur quelque chose qui est proche, je sais pas si vous avez entendu parler du film Philosophy of a Knife. Non. Non. Non, alors c'est un film en noir et blanc russe sur le camp 731 du Japon, enfin la section 731 du Japon. Je sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Du tout. Si. Quelqu'un connaît? Non. Oui. Ouais, je connais, ouais. Voilà. Donc c'est le pire camp qui ait eu de l'histoire de l'humanité, enfin sur ce qu'on connaît. Parce que je suppose qu'en Corée du Nord, il doit y avoir des choses. Le jour où on le saura, voilà. On va pas lire. C'est un camp de concentration japonais où les prisonniers chinois, russes, enfin de tout ce qui était Mandchourie, étaient réunis, où ils faisaient des expériences, notamment sur les bactéries, pour essayer de faire des armes bactériologiques. Ils gelaient les membres des prisonniers pour essayer de les dégeler derrière. Enfin bon, il y a pas mal de documents là-dessus, de vidéos. Si ça vous intéresse, même si c'est pas très gai, enfin, si vous voulez voir ce que l'humanité peut donner de pire, allez voir ça. Ce qui s'est passé au camp 131. Donc il y a un film, bon, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même un film de 4 heures en noir et blanc. Sur le camp 731, justement. Voilà, c'est. C'est ce que je pense tout le temps, c'est que. On ferait un film d'horreur sur les camps de concentration. On pourrait pas mettre 10% de ce qui s'est passé dedans. Et de toute façon, la vie et ce que l'humanité a été capable de faire, ça sera toujours pire de ce qu'on peut voir dans les films d'horreur. Enfin, ça, c'est mon opinion. Voilà, là, c'est pour parler des films trash un petit peu. Je sais pas si vous aimez là, des trucs un peu jusqu'au boutiste comme ça, qui sont plus faits pour choquer, dégoûter. Si, surtout les films de Brian Yuzna, qui était très connu dans les années 80 et 90. Oui. En particulier pour Society, qui est vraiment un film qui va très très loin dans l'outrance, le gore et dans la critique. Pour
pour en parler, le final, c'est une orgie qui est aussi gore que limite porno, quoi. Oui. Quand on dit que les corps s'entremêlent vraiment, quoi. À la fin, ça Ah, fait une j'ai espèce les images en tête grâce à toi là. voilà. Ça fait une espèce de gigantesque gelée vivante, en fait, avec les membres inversés. Enfin, c'est indescriptible. Pour le coup, il faut le voir en ayant le cœur bien accroché. Oui. Mais lui, Brian Usna, est très très loin en utilisant le gore pour faire de la dénonciation. Il y a eu Society, il y a eu les dentistes aussi, qui sont pour le coup plus drôles que Society quand même, qui sont plus dans le grand Society est guignol. marrant aussi. Il est marrant, mais les dentistes, c'est vraiment du grand guignol, là, pour le coup, j'ai envie de dire. Oui. Alors que Society, c'est quand même... C'est marrant, mais la fin est quand même très très malaisante. On peut pas dire le contraire. Oui. Ouais. Je pense qu'on pense à la même scène tous les deux. Voilà, la fameuse scène d'orgie qui est indescriptible. Il faut la voir, Voilà. j'ai envie de dire. Mhm. Et il a aussi fait le second Reanimator. Il avait produit le premier déjà. Oui. Qui est peut-être même un peu l'ancêtre du mode Centipede, dans un sens, parce qu'on retrouve aussi un scientifique obsédé par les expérimentations sans queue ni tête. Et qui Bah, pousse... si je peux me permettre, en fait, le film de savant fou, c'était une mode qu'il y avait bien avant dans les années 60. C'est quand vrai. vous pensez à des films comme La Femme Guêpe, que j'ai vu récemment, c'était quelque chose qu'on voyait régulièrement dans. Enfin, c'est une, comment dirais-je, une espèce d'icône du film d'horreur ou même de la science-fiction, le savant fou. Frankenstein était un savant fou. C'est vrai. Donc, pour moi, le début de la science-fiction, voilà. Déjà, effectivement, il y avait Frankenstein, et puis après, plus tard, Reanimator, c'est une nouvelle de Lovecraft au départ. C'est vrai. Oui, c'est une nouvelle de Lovecraft au départ, tout à fait, oui. Mais beaucoup plus gore au cinéma, parce que Lovecraft était encore fidèle à lui-même, était quand même assez succinct à ce niveau-là. Oui. Et surtout, il n'était pas drôle. La nouvelle ne prête pas à sourire, alors que les films, surtout à partir du 2, c'est quand même de la gaudriole, on va dire. Oui, surtout mais le premier, Le premier, quand même, ouais, est bien efficace. Justement, je voulais vous demander, moi je vous donnerai la mienne, personnellement aussi, mais dans les films d'horreur, est-ce que vous pouvez me donner pour vous la pire scène d'horreur que vous ayez vue dans un film d'horreur pour vous? Celle qui vous a peut-être le plus marqué, celle qui vous vient à l'esprit quand vous pensez film d'horreur. Est-ce que vous en avez une par hasard? Ouais, c'est parce que vu que j'ai vu les Griffes de la nuit à 4 ans. Oui. Tina qui se fait traîner du sol au plafond, qui se fait éventrer du sol au plafond par Freddy qui est invisible. Oui. Et sous les yeux de son mec. Voici, c'est son mec c'est son mec. Qui la voit se faire traîner du sol au plafond et elle s'effondre dans le lit ensanglanté dans une grande gerbe de sang. Bon, quand tu tombes là-dessus à 4 ans, évidemment, ça va. Oui. À 4 ans quand même. Ouais, dès qu'on dit film d'horreur, voilà, je pense à cette scène-là. D'accord. Vas-y, Victoire, ou allez-y si vous avez une scène qui vous vient à l'esprit. Vous battez pas. C'est une scène c'est une scène du second des victimes pour réaliser son épreuve doit se mettre dans le four. Et malheureusement pour ce monsieur, le four se ferme et s'enclenche. Et cette scène-là m'a fait arrêter le film. Les cris, je supportais pas les cris, en fait. Et cette scène-là m'a beaucoup marqué. C'est dans quel film, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. C'est dans le second saut. C'est dans le second saut, d'accord. Oui. D'accord. Et je crois que c'est Simon qui a pas... Non, c'est moi, Cyril. Cyril, excuse-moi. Ouais, si tu en as une, sinon... Après, moi, le truc, c'est que les films que j'ai trouvés les plus traumatisants de ce point de vue-là, c'était pas des films d'horreur, en fait. Bon, c'est des films qui peuvent s'y apparenter un peu, mais c'est pas... Vas-y. Il y a des trucs comme Irréversible, par exemple. Ah. Ça, oui. Moins dans la violence, mais plus dans des choses qui se passent qui sont glauques. Il y aurait le film de Marco Ferreri, La Grande Bouche, je crois qu'il s'appelle. Où c'est des bourgeois, il y a des Français et des Italiens qui se regroupent dans une espèce de villa de campagne qu'ils ont pour tout le week-end manger jusqu'à ce qu'ils en meurent. Oui. Et donc ça, c'était un film où j'avais eu beaucoup de mal à ne pas voir ma nourriture comme une menace pendant les mois qu'on suivit.
Et puis après, tu parlais tout à l'heure de Philosophy of a Knife et puis du camp 731. Tu sais qu'il existe aussi un film chinois, Under hongkongais, the Sun. C'est Under the Sun ou quelque chose comme ça? Men Behind the Sun. Ouais, Man Behind the Sun, qui est sur. Oui, il y a 2 films sur le camp 731. Oui. Celui-là, je l'ai pas vu. Il est aussi, il est plus sur, enfin le ton fait plus film historique sérieux, mais en fait, il y a aussi des scènes vraiment épouvantables. Il a été classé catégorie 3, comme le sont en général les films de Hong Kong les plus pénibles. Oui. Et voilà. D'accord. Voilà. Et moi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose justement qui manque peut-être un peu aux films récents. Qui, moi, me marque le plus, c'est ce qu'on appelle le hors-champ. Et je suis un grand fan d'Alien, qui est un film de space horror. Et pour moi, la scène qui me revient toujours en tête et qui m'horrifie le plus, c'est une scène de fin la scène de la fin dans Alien, quand vous avez Ripley qui court dans les couloirs du Nostromo et qui entend les hurlements de l'autre nana, excusez-moi, j'ai oublié son nom, de l'autre nana des équipages du Nostromo, qui est en train de se faire dévorer par l'alien. Je sais pas si vous voyez là Oui, c'est Véronica, son prénom. Oui, voilà, c'est ça. Je crois. Et donc cette scène-là, en fait, elle court et on entend les bruits excusez-moi, j'aimerais bien retrouver le nom de. Alors c'est Jerry Cartwright et le personnage c'est. Je sais plus. Je vais le retrouver là. J'ai aucune mémoire des noms, vous allez m'excuser. C'est pas Lambert. Je me souviens qu'elle s'appelle Véronica, mais. Oui. Ah si, c'est Lambert. Oui, c'est Lambert, l'autre personnage féminin du film. Et donc c'est tout à la fin où ils se font piéger par l'alien. Ripley se sauve et elle entend les hurlements et les bruits très bizarres de Lambert en train de se faire. Et ben justement, je ne sais pas quoi par l'alien. Et c'est là où est toute l'horreur, c'est parce que si vous vous rappelez, je sais pas si vous voyez la scène, mais le plan juste avant de voir Ripley en train de courir dans les couloirs du Nostromo, c'est la queue de l'alien qui passe entre les jambes de Lambert. Et après, on bascule sur Ripley qui est en train de courir et les hurlements et les bruits de Lambert en train de se faire trucider par l'alien. Mais moi, je me pose toujours la question à chaque fois que je le filme, est-ce qu'elle se fait trucider ou est-ce qu'elle se fait violer? Justement, par rapport au plan qu'il y a juste avant. Parce qu'on peut pas nier qu'il y a une charge sexuelle très forte dans l'alien, dans le film. Ouais. À tous les points de vue. Hein. Ça, bon, il y a eu des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus. Et voilà, ce qui est le plus horrible souvent, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qu'on doit imaginer. Et moi, ça marche très bien pour moi, personnellement. Et par exemple, j'ai toujours cet exemple de scène où on voit rien, on voit absolument rien, on voit quelqu'un en train de courir, mais le bruit qu'on entend avant et ce qui a été suggéré juste avant, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Est-ce qu'il est en train de la tuer? Est-ce qu'il est en train de la dévorer? Est-ce qu'il est en train de la violer? Moi, c'est toujours la question que je me pose par rapport au plan qu'on a juste avant. Voilà, et il y a des réalisateurs qui sont très forts. Chakra la tronçonneuse est connu pour avoir. Voilà, j'allais en parler, vas-y. À tout le monde qu'il était super gore, alors en fait, il n'est pas du tout. Voilà, il y a une goutte de sang dans le film. En tout et pour tout, il y a une goutte de sang. Mais il est poisseux, il est étouffant. Voilà, c'est ça. Voilà, et je pense que vous avez tous en tête la scène du crochet de boucher. Le crochet, ouais. Voilà, qui a été analysé plein de fois. Le petit frère aussi qui se fait tronçonner, mais on voit jamais rien en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a des gens, moi j'en parle à des personnes qui sont pas fans de films d'horreur mais qui connaissent le film et qui m'affirment qu'il y a des litres de sang dans le film. On voit des litres de sang. Et je fais non, il y a une goutte en tout et pour tout, si je me trompe pas, c'est quand ils font goûter une goutte de sang au bout du doigt de la nana au grand-père. C'est ça, ouais. Ouais. Et je crois que c'est le seul moment où on voit du sang de tout le film. Et le sang est tellement suggéré que on a l'impression d'avoir vu un film ultra gore. Et bon, c'est toute la force de réalisateurs comme Tobe Hooper. Et voilà, c'est un truc, c'est le travail de clair-obscur qu'on avait avant dans les films, qu'on a beaucoup dans The Thing. Parce que justement, on n'avait pas les moyens numériques qu'on a à l'heure actuelle, donc il fallait trouver un moyen de cacher les défauts des effets spéciaux. Donc on travaille sur du clair-obscur et le hors-champ. John Carpenter travaille énormément sur le hors-champ.
Et on voit notamment dans Halloween, un de ses chefs-d'œuvre, où Michael, il va apparaître dans le champ au moment où on s'y attend pas, ou des choses comme ça. Voilà. Dans le genre film récent qui fait peur sans rien montrer du tout qui fait peur, en fait, Oui. il y a The Witch de Robert Eggers. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai. J'ai revu récemment. Oui, c'est pas mal non plus, quoi. C'est voilà, en fait l'horreur, c'est vraiment quelque chose de vaste et ça peut être. C'est ce qui fait, t'en parlais tout à l'heure, Victoire. Tout ce qui peut être les creepypasta, les choses qu'on peut avoir sur YouTube ou en podcast. Ah, C'est ça. Où on travaille sur des ambiances C'est ça. sonores. Et on arrive vraiment à être. Il y a des choses très efficaces, hein, j'en ai écouté en effet. Enfin, toi, tu pourras peut-être nous en parler mieux. Je sais pas si tu en as un à nous conseiller en particulier. Creepypasta ou youtubeurs faisant des creepypasta. D'accord. C'est ceux que tu écoutes d'habitude, voilà, c'est ça. D'habitude, j'écoute beaucoup les histoires de Skull. Oui. D'accord. Des creepypasta qui a beaucoup d'effets sonores, donc je l'écoute beaucoup, oui. Voilà. Et je suis en train. Oui, vous avez même l'inverse qui s'est un peu fait sur le film où c'est à l'inverse où tout est où il n'y a pas de bruit. Le bruit avec les. Excusez-moi, j'ai un trou. Le film Sans avec un les bruit. monstres qui vous a. Pardon, excusez-moi. Sans un Sans bruit, un voilà. Sans un bruit. Où là, on a cherché l'inverse, c'est de faire un film d'horreur muet. Et il est pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime pas trop. Dans le même genre, j'ai préféré Don't Breathe, qui était aussi avec des jeunes enfermés dans une maison Ah oui, pour la piller. Il se trouve que le vieux est aveugle. Il entend absolument tout ce qu'ils font. Le moindre souffle peut leur être fatal. Donc le film, Don't Breathe, ne respirez pas. Ils sont obligés d'être le plus silencieux possible tout le long du film. Et si je l'ai trouvé plus réussi que Sans un bruit dans le genre. Ok. Bon, on va enchaîner. Parce que le cinéma, on peut en parler, je pense, pendant des heures et des heures. On va parler d'un dernier vecteur pour l'horreur et qui a eu son succès, moi je trouve assez récemment. C'est les séries télé. Donc je pense à des séries comme American Horror Story, les séries des Until sur Netflix, ou alors The Walking Dead ou ce genre de choses. Donc par exemple, Cyril, est-ce que tu as une série que tu regardes, que tu apprécies dans l'horreur, par exemple? Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, dans les séries, il y a beaucoup de séries. J'ai pas vu énormément de séries récentes, je pense, mais il y en a une qui m'a marqué particulièrement, c'est The Haunting of Hill House, que j'ai trouvé particulièrement riche et évocatrice. Et pour moi, ça a été vraiment une des meilleures choses que j'ai vues récemment sur comment dépeindre une maison et comment approcher le genre de l'histoire de maison hantée. Donc il y a ça que j'ai trouvé assez formidable. Il y a Ash versus Evil Dead qui est très rigolo. Ah oui. Ouais, c'est excellent. Ouais. Excellent, oui. Il y a Hannibal qui était très très bien aussi. Oui. Un visuel. Là, quand on parlait du trash, il y a des choses. Le totem des cadavres qu'on a en première saison, si je me trompe pas, il est assez unique. Hein. Oui. Puis il y avait cette ironie par rapport à des personnages qu'en fait normalement on connaît bien parce qu'il y a eu déjà des films sur eux, il y a eu déjà des films sur eux, etc. Et de les voir sous un autre angle, et notamment sous l'angle de, on sait déjà qu'Hannibal est le tueur en série, et on le voit en train de manipuler les gens du FBI. C'est assez sympathique. Et j'avais été très surpris par à quel point j'avais trouvé bien, parce que moi, contrairement à Victoire, j'aime pas trop les films Scream en fait. Mais j'ai regardé la série télévisée, hein, et je m'attendais pas forcément à quelque chose qui me parlerait tant que ça, mais je l'avais trouvé plutôt bien en fait. Voilà. Et après, classique indéboulonnable, mais voilà, c'est un vieux truc, du coup, c'est Les Contes de la Crypte. Et voilà. C'est indéboulonnable, comme tu dis, c'est le classique des classiques.
Et il y a vraiment des épisodes qui sont géniaux. Géniaux. Ça, vous pouvez les voir. Victoire, tu regardes des séries télé? Je crois que t'aimes bien Je les- regardais The Haunting of Hill House. Oui, tout à fait. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus parce que tout a déjà été dit. Mhm. Mais à part ça, je ne regarde pas de séries, non. Je suis plus film d'horreur en fait. D'accord. D'accord. Et Simon, qu'est-ce que tu aimes toi en série télé? Pour remonter dans les années 90, il y a quand même Buffy qui a été, je trouve, assez mésestimée en France. On l'a interprétée comme une série pour ados assez débile, Ok. alors qu'il y a quand même une profondeur thématique assez hallucinante dedans. Ne m'en parle pas. Pour moi, c'est la plus grande série de tous les temps. Voilà. C'est Et il y a quelques Voilà. épisodes qui foutent vraiment les jetons. Je pense notamment à Un silence de mort avec Oh les oui. fameux gentlemen, ouais, Hush. Hush, qui justement travaille sur le muet là pour le coup, Oui. et qui est très 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 bien fait, qui est très intelligent. C'est un épisode. On pourrait aussi en parler dans un podcast juste pour lui parce qu'il brasse plusieurs thématiques de l'horreur et plusieurs même périodes de l'horreur. Le muet, Oui. et c'est assez Ouais. hallucinant. Mm. Ensuite, c'est peut-être pas une série d'horreur encore il y a Twin Peaks de David Lynch. Alors, oui. Moi, je serais d'accord notamment en référençant la 3e saison Ouais, où il y a des épisodes qui sont de l'horreur pure et dure pour moi. Mais même déjà dans les premières, les Ah, deux mais premières, déjà dans les premières, hein, je suis d'accord. Mais rien pour moi, que la Bob 3e saison, oui, est quand même voilà, une rien que figure Bob. maléfique. Voilà. Dès qu'il apparaît, C'est ça. on ne peut que frissonner, quoi. Parce que, Voilà. bon, Mais déjà, il a une gueule à part, et en plus, comment Lynch le film, c'est ouais, c'est vraiment un incroyable. pur fantôme. Ouais. Ouais. Et j'ai appris que ça arrivait par hasard, ça, le fait qu'il filme dans les miroirs, c'est suite à une erreur d'un technicien. J'ai appris un truc comme ça Je savais récemment. pas. Ouais. Enfin, David Lynch est très opportuniste en fait. Quand il voit des trucs géniaux qui arrivent comme ça, il les garde. Enfin, bref. Et moi, c'est surtout marqué dans la 3e saison sur l'aspect gore. Hein, il y a des scènes très gore dans la 3e C'est saison. vrai, ouais. Voilà. C'est vrai. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que la première et la 2e saison c'est une série d'horreur. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Une très très grande série également. donc c'est une série qui fait beaucoup de choses différentes et qui les fait toutes très bien. C'est Oui. vrai. Et notamment, entre autres choses, de l'horreur. Mhm. Et En sinon, effet. et sinon, récemment, il y a Penny Dreadful. Pas forcément la dernière saison avec c'était pas un reboot, c'était, je sais pas comment appeler ça, une relance peut-être. Celle-là, j'ai pas trop apprécié, mais les 3 premières saisons, celle dans l'Angleterre victorienne où on croise les grandes figures du fantastique classique, il y a Dracula, Frankenstein, Dorian Gray, etc., etc. Pour moi, la série réussit ce que le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires avait complètement loupé en fait. D'accord. C'est-à-dire utiliser des figures classiques avec le recul qu'on a sur ces figures aujourd'hui, avec un regard moderne, sans pour autant les trahir, les faire se croiser dans des histoires qui font écho en fait à notre monde d'aujourd'hui pour mettre en valeur leur portée mythologique. Et je trouve que la série a très très bien réussi ça, tout en étant, je vais pas dire flippante, mais elle a quand même une atmosphère horrifique très très soignée. Oui. Après, le film se plantait, les Ligues des Gentlemen Extraordinaires, parce qu'il se plantait comme adaptation d'une bande dessinée qui, elle, est très bien. Hein, Oui, la BD est excellente, mais le film c'était complètement planté, quoi. Bah oui. Moi, si je peux vous en conseiller une qui est peut-être pas très connue, c'est Helix. On parlait de The Thing, ça se passe dans l'Antarctique aussi. C'est un peu du body horror. Je sais pas où elle est disponible, mais elle est pas mal du tout. Et moi, je trouve vraiment qu'il y a une explosion dans les séries d'horreur, quoi. C'est un genre qui a été qui commence à exploser, à trouver ses heures de gloire maintenant. Là, bon, j'aime beaucoup American Horror Story. La dernière saison que j'ai vue, c'est 1984 et j'ai adoré. Enfin là, l'aspect méta pour moi, il est incroyable. Enfin, c'est des saisons entières qui rendent hommage aux plus grands thèmes de l'horreur et voilà, je serais que la conseiller. Bon, c'est vraiment sur des grands classiques. Voilà. Alors bon, il va être temps de terminer cette émission là. C'est bien passionnant et on déborde. Voilà. Alors je vais juste terminer en vous demandant si vous avez une reco à faire, un coup de cœur à donner à nos auditeurs, à nos auditeurs, des choses que vous leur conseillerez de voir, de lire, d'écouter. Hein, alors allez-y, je sais pas qui veut commencer. Si vous avez une reco, allez-y. Allez-y, qui c'est qui veut commencer là? Je vais y aller du coup. Allez, vas-y. En film, il y a une exclusivité sur la plateforme Shadows, donc il faut être abonné malheureusement à la plateforme Shadows qui est spécialisée dans le cinéma de genre. Et donc ils ont une exclu qui s'appelle The Witch in the Window,
un film de fantôme, on va dire, qui est un huis clos. C'est sur un père et son fils qui vont rénover une vieille baraque isolée, qui se trouve être hantée par une sorcière. Et donc le film est assez court, il dure 1h15, générique de fin compris. Il n'y a que 3 personnages, le père, son fils et le fantôme. Et malgré ça, le film arrive à être captivant parce qu'il renouvelle sans cesse les situations. Et surtout à être flippant. À chaque fois que le fantôme apparaît, c'est tellement bien amené qu'on peut avoir que le souffle coupé, quoi. Et c'est l'un des films récents, c'est peut-être même le seul film récent qui m'est foutu les jetons, comme quand j'étais gosse et que je regardais des films d'horreur. Donc celui-là, je peux que le recommander parce qu'il m'a vraiment cloué au siège. D'accord. Et je peux que recommander la chaîne Shadows pour ceux qui sont fans de films d'horreur. Enfin, ils ont vraiment des perles. N'hésitez pas à essayer. De toute façon, vous avez une semaine d'essai si je me trompe pas. Il y a vraiment des trucs, des perles dedans, des exclusivités et aussi ce que j'apprécie beaucoup de courts-métrages. C'est vrai. Et des bons courts-métrages. Voilà. Une autre recommandation? Un coup de cœur? Allez-y. Personne? Si, Victor ne veut pas passer avant. Victoire? Moi, j'ai déjà donné pas mal de mes coups de cœur, donc là, j'en ai plus trop en stock. D'accord, pas de souci. Mais alors, si je peux peut-être recommander quelque chose, c'est écouter Talfo. Écoutez le podcast Tu aimes les films d'horreur. Hein, donc, franchement, vous allez vous faire plaisir, vous allez bien rigoler. Voilà. Par contre, faut pas être choqué par le politiquement incorrect, hein, qu'on soit clair. Voilà. Oui. Et ce que je trouve génial dans ce podcast, c'est que ça parle avec beaucoup d'humour des films d'horreur, mais avec aussi beaucoup de pertinence. Voilà. Et vous allez avoir des analyses et des avis très intéressants et très enrichissants. Donc, je peux que vous le conseiller. Voilà. Et vous y retrouverez Victoire. Voilà, qui est une des meilleures, je trouve. Voilà, je dis qui est une des meilleures. Voilà. Merci. De rien. Avec grand plaisir. Merci. Et il restait Cyril, c'est ça, je me trompe? Ouais, donc, vas-y, on t'écoute. Je voulais en faire 3 des recommandations. Allez. Ça va. Donc, sur le plan littéraire, je recommande très chaleureusement les bouquins de David Wang, en particulier son premier John Dies at the End, John meurt à la fin. C'est des livres comiques et des livres d'horreur un peu Lovecraftiennes. Et les deux aspects, le côté comique et le côté Lovecraftien, ne sont pas... le comique ne se moque pas de l'horreur, hein, c'est 2 aspects différents. Il y a des personnages un peu ridicules parce que c'est un peu des gros branleurs amateurs de drogue et de pas grand-chose d'intelligent qui se retrouvent face à des forces cosmiques proprement effrayantes. Et en fait, le côté rigolo et le côté effrayant sont tous les deux maîtrisés vraiment d'une manière assez impressionnante. Il a ses 2 premiers livres qui sont traduits en français seulement, hein, donc John meurt à la fin, et puis le deuxième il s'appelle Ce livre est plein d'araignées, n'y touche pas, ou un truc comme ça. Et après, donc plus sur le plan cinématographique, il y a un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui est un film de zombies qui ne fait pas tellement peur, quoi, qui est beaucoup plus une comédie, mais qui est vraiment très 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 bien, qui a été une belle surprise. C'est un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas. Et après, on a parlé sans arrêt de John Carpenter depuis le début. Je ne peux que conclure en recommandant aussi très chaleureusement les CD de musique que John Carpenter a sortis depuis quelques années là, parce que il a été pendant un long moment en espèce de simili burn-out où il faisait plus de films, il faisait plus rien, il jouait aux jeux vidéo, il faisait des interviews où il était super dépressif. Et puis là, il a sorti 3 CD là, ces dernières années avec il est au synthé, il refait des musiques un peu dans le même genre de celles qu'il composait déjà pour ses films à l'époque, accompagné avec son fils à la guitare électrique, et c'est excellent. D'accord. Toi, déjà, dans ce qu'il a fait en musique de film, il y a des choses excellentes. Ouais. Donc, je pense que je vais me précipiter pour écouter ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'est vraiment sympa. Ça a été très sympa, je trouve. Merci à vous 3. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà. J'espère vous revoir très très bientôt.
sur vos différents supports respectifs, dont nous, de notre côté, on se retrouvera pour le prochain podcast. Comme sujet, ce sera peut-on encore écrire de la dystopie en 2021, vu ce qui vient de nous arriver. Voilà, très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.